Bonjour, bonjour à tous. D'abord, je suis vraiment très contente de pouvoir intervenir ici parce que moi, je suis un bébé IFROS. J'ai connu l'IFROS la première fois en 95, donc vous voyez, ça conserve parce que je viens toujours et C'est un toujours argument, ça. avec autant de plaisir. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la récupération rapide après chirurgie comme standard et vous montrer comment à travers la RAC, qui a eu pour objectif de réduire extrêmement rapidement les durées moyennes de séjour, et bien maintenant, on a dû réfléchir aussi à pouvoir intégrer des processus avant et après l'hospitalisation. Donc je vais commencer par des éléments de contexte parce qu'il y a trois éléments de contexte qui sont à mon avis importants à vous préciser. C'est que aujourd'hui le premier élément c'est que Capio c'est un groupe suédois et que si on a fait, ça fait 10 ans qu'on fait de la RAC, on l'aurait pas fait si on n'avait pas été auprès de ses partenaires parce que la RAC ça a débuté en Suède et au Danemark c'était le professeur Kenneth qui en a été à l'origine et aujourd'hui on voit que ça devient des standards. Ça fait 10 ans qu'on travaille dessus et je peux vous dire, ceux qui s'y prennent que maintenant, eh ben, on voit que la route a été longue et que tout le monde pourra profiter de nos expériences. Mais c'était intéressant de savoir que quand on est arrivé, on nous a amené cette culture. Et on nous a amené cette culture parce que c'était modélisé au travers d'un modèle et toutes les structures ont beaucoup travaillé autour de ça. Le modèle qui est un modèle avec des valeurs, un socle, alors des choses très traditionnelles, hein, la qualité, la compassion, la responsabilité, et puis ensuite des pierres angulaires sur lesquelles on s'est appuyé et où on a dit que la médecine moderne, qui était donc la récupération rapide, devait être vraiment ce qui devait tirer tout le monde vers ces nouvelles organisations. Derrière, on a commencé à parler de bonne information et c'est là qu'il y a eu les prémices de la digitalisation. Ensuite, on a parlé de traitement bienveillant. L'idée, c'était de rendre le patient acteur et autonome dans sa prise en charge. Et tout ça, si on pouvait le faire dans un environnement bienveillant et adéquat, c'était parfait. Alors, pour arriver à tout ça, former nos praticiens, nos équipes, du magasinier aux praticiens, au support, la direction. On a mis en place des organisations, on a travaillé sur le reporting, on a fait de la formation et ensuite, bien sûr, ce qui est important, c'est qu'en permanence, on se réévalue. Donc pour moi, cet élément de contexte était important parce que c'est vous montrer comment on est parvenu à accomplir tout ça. Troisième élément de contexte, c'est l'établissement où je travaille, donc la clinique du Tonkin qui existe depuis 1974, qui est entrée dans le groupe Capio en 2006, qui vient de fusionner avec la clinique Grand Large et surtout qui va ouvrir en 2019 le Medipôle. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on a construit cet établissement autour de ces nouveaux modes de prise en charge, la récupération rapide et tout ce qui va se faire en amont et en aval de l'hospitalisation hors des murs. Mais tout l'établissement et la structuration a été pensé au travers de ces nouveaux modes de prise en charge. Alors, quelques mots sur la RAC. Donc, la RAC, récupération rapide après chirurgie, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde en a beaucoup entendu parler. Il y a 7 étapes incontournables pour que ça fonctionne. D'abord, c'est une cohésion d'équipe. Cohésion d'équipe, ça veut dire qu'il faut arriver à réunir tous les partenaires qui vont être ancrés dans la prise en charge du patient. C'est accepter de se réunir ensemble et avec des praticiens libéraux, c'est pas toujours facile, mais ça veut dire qu'il faut arriver à se mettre autour d'une table, de prendre un process de prise en charge, de le décortiquer et de voir tous les maillons et de voir qui peut intervenir, comment, pourquoi et donner du sens. Donc ce travail, ça a été une première étape indispensable, ce qui nous a permis d'aboutir à ce qu'on appelle la rédaction de schémas cliniques. On a décrit les parcours de soins. Deuxième étape, c'est que ces schémas cliniques qui décrivent la prise en charge du patient, il a fallu les partager et les faire comprendre. On ne peut pas demander à des équipes d'adhérer, de rentrer dans des schémas cliniques si on n'a pas expliqué et donné du sens. La troisième chose, ça a été une intervention auprès du patient et de ses proches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que la récupération rapide, ça marche. La récupération rapide, l'objectif, c'est d'avoir un séjour le plus court possible. Et le plus court possible, aujourd'hui, on en est même à faire arriver les patients 1 à 2 heures avant des chirurgies, même des grosses chirurgies comme de la chirurgie orthopédique lourde ou de la chirurgie cardiaque ou de la chirurgie crânienne. Donc pour arriver à ça, ça veut dire qu'il faut qu'en amont, on ait complètement ficelé toute la préparation du patient. Et on ne peut mettre le patient dans une préparation optimale que si on l'a préparé. Je vous dirai un petit peu après comment on s'y est pris. Deuxièmement, il y avait un point très important à régler. On savait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parcours qui perdaient un petit peu en
en durée parce qu'on gérait très mal la douleur. Donc en ayant une approche plus multimodale de la douleur, et puis aujourd'hui avec des techniques qui font qu'on a de moins recours à des médicaments et à des médicaments qui amenaient plus d'effets secondaires que de bons résultats comme la morphine, on a développé en plus des process autour des médecines parallèles comme l'hypnose. Ensuite, on a rendu le patient autonome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient, pour vous donner des exemples, il va debout au bloc opératoire. Quand il peut, il revient même 2 fois debout, mais ça c'est pour des prises en charge très particulières. Et puis, ça veut dire que le soir même, quelques heures après sa chirurgie, on le déséquipe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de drain, on met de moins en moins de cathlon, on essaye de donner les médicaments, même si c'est de la chirurgie abdominale par voie orale. Ça veut dire qu'on le lève très vite de son lit, ça veut dire qu'on ne le laisse plus en pyjama, mais on l'habille, et qu'on le fait participer, il devient vraiment acteur de sa prise en charge. Ensuite, il faut bien sûr préparer la sortie. Ça veut dire que la sortie, elle a été préparée avant même que l'hospitalisation se fasse. Il y a même dans certaines spécialités où les praticiens ont déjà donné toutes les ordonnances de sortie, ce qui fait que quand le patient arrive au domicile, il a déjà acheté ses médicaments, il a bien prévu tout son environnement, s'il y a besoin d'un kiné, s'il y a besoin d'une infirmière, les rendez-vous sont déjà repris, les transports ont été anticipés. Et puis bien sûr, cette prise en charge, pour qu'elle fonctionne, ce qui est incontournable, c'est de pouvoir l'évaluer en continu. Il faut vraiment une évaluation continue. Alors, cette prise en charge, parce que la question, je la vois venir tout à l'heure, forcément, ne s'adresse pas à tous les patients. On est essentiellement dans des parcours d'abord uniquement pour de la chirurgie programmée, avec des patients, l'âge n'est pas un facteur, le grand âge, au contraire. Aujourd'hui, on sait bien que plus on va garder, moins longtemps on va garder les patients âgés, et mieux ce sera. Le problème, c'est vraiment les fonctions supérieures des patients, mais parfois, c'est là qu'on se base beaucoup sur les proches qui nous accompagnent à quand même pouvoir mettre en place des processus de récupération rapide, même chez des patients qui peuvent avoir des fonctions supérieures altérées. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour l'hôpital? Ben voilà, c'est vraiment une image, c'est qu'on avait des patients couchés, des soins en série, et aujourd'hui, on voit qu'on a un patient qui est heureux, qui est debout, et puis qui partage avec les soignants, et qu'on est vraiment, on est passé à une vraie société de service. Alors, comment on a transformé le processus de soins? D'abord, pour faire tout ça, il a fallu avoir ce qu'on appelle de la vision. Tout ça, c'est pas fait du jour au lendemain, c'est vraiment important d'avoir pensé très en amont le dispositif. Ensuite, on a donc travaillé sur des prises en charge, celles qui étaient les plus importantes et surtout qui avaient du volume, parce que travailler sur des cas isolés, on sait très bien que c'est très compliqué après en termes de reproductivité. Ensuite, comme je vous ai dit, on a vraiment visé pour faire des prises en charge d'excellence. On sait que demain, certainement, nos établissements évolueront plus autour de centres d'excellence et on aura de moins en moins d'hôpitaux avec des prises en charge multiples et variées parce qu'il y a des problèmes de sécurité, parce qu'on a des problèmes aussi de recrutement de personnel, de spécialité. Donc, on a visé aussi de travailler sur de l'expertise. Ensuite, on a travaillé essentiellement à créer une dynamique, c'est-à-dire, je vous ai parlé de l'équipe pluridisciplinaire, mais dans chaque établissement, il a fallu que l'on identifie un référent RAC, c'est-à-dire quelqu'un qui soit là et qui soit dédié. On a dédié des postes pour pouvoir accompagner les équipes, pour pouvoir suivre les projets, pour pouvoir réévaluer. Ensuite, on a énormément travaillé, bien sûr, sur l'organisation des flux, parce que ce qui est très important, la RAC, qu'on le veuille ou non, c'est une révolution organisationnelle pour nos services. Ça veut dire que dans un même service, aujourd'hui, on ne peut plus demander à l'infirmière, elle est sectorisée, elle a ses malades, il y a 20 malades du 1 au 10, du 10 au 20. Aujourd'hui, il faut organiser les services non plus par secteur de volume, de quantité de patients, mais par type de prise en charge. Ça veut dire que, par exemple, dans un secteur où il y a des malades RAC, eh on va avoir une infirmière qui va avoir un secteur où elle va faire que l'accueil des patients qui arrivent 2 heures avant l'intervention, et puis un secteur où il va y avoir tous les J1, un secteur où il va y avoir les patients qui partent, et puis après, on a construit à côté d'autres services où on peut prendre en charge les malades les plus lourds et où ceux qui ont des pathologies rares, parce que l'avantage de ce dispositif, c'est que ça permet d'aujourd'hui de consacrer plus de temps à des patients qui ont besoin d'un entourage, qui ont besoin qu'on passe du temps avec eux, qu'on amène des éléments d'éducation
explication, qu'on accompagne les familles. Et aujourd'hui, alors que pendant un temps, les infirmières, quand on a eu les prémices de la RAC, on voyait bien une même infirmière qui avait un patient en fin de vie, un patient qui sortait du bloc, un patient qui arrivait à toute heure du jour et de la nuit. Bon, on a essuyé plein de plâtre, hein. Tout ça, ça ne s'est pas fait en une journée. Mais c'était très important et d'expliquer que ça provoque une vraie révolution organisationnelle. Et ça provoque aussi un changement des métiers. Parce qu'aujourd'hui, nos infirmières, elles ont été au départ très bousculées. Elles ont des soins qui sont de moins en moins techniques. Les patients, vous imaginez un côlon qui remonte sans sonde nasogastrique, qui n'a pas de lame, qui n'a pas de voie centrale, qui mange le soir, qui n'a plus de médicaments par voie injectable. Donc ça veut dire qu'elles ont dû désinvestir une partie technique de leur travail et qui, pour certaines, elles y étaient accrochées parce que c'était quelque part de la légitimité, pour réinvestir une prise en charge qui est beaucoup plus d'explication, d'accompagnement, de bienveillance et puis de sécurité auprès du patient. Et bien sûr, on a travaillé des indicateurs. Ensuite, il a fallu former les patients et leurs proches. Donc, pour parvenir à cela, on a mis en place, on a créé un maillon supplémentaire dans la prise en charge des patients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un protocole standard, le patient, il vient voir son chirurgien, on décide de la chirurgie. Derrière, il voit l'anesthésiste, puis il fait toutes ces démarches administratives. On a donc créé des postes qu'on appelle d'infirmières coordinatrices parcours de soins. Et tous les patients de chirurgie programmée, hormis le process ambulatoire, rencontre une infirmière en consultation de soins qui va reprendre tout le chemin clinique, qui va essayer de voir les éléments qui n'ont pas été compris, qui dispose éventuellement dans certaines prises en charge de supports qui sont remis au patient pour qu'il les visionne chez lui, qui va commencer à remplir la partie recueil de données dans le DPI, qui va reprendre les éléments pour voir si à la sortie tout a été envisagé. Voilà, c'est des consultations qui vont de 15 à 30 minutes pour les patients selon le type de prise en charge et où les patients viennent volontiers avec leurs proches. Et on voit que depuis qu'on a intégré cette consultation, c'est un vrai plus dans la prise en charge des patients. Ensuite, bien sûr, il a fallu, ça je vous l'ai dit, former les soignants et puis les médecins et leur secrétariat parce que les informations qui sont données dès la consultation doivent être en cohérence avec toute la poursuite du parcours. Ensuite, on a travaillé, et ça c'est essentiellement un travail qui s'est fait avec les anesthésistes, toute l'analgésie est modifiée, on a vraiment revu dans la profondeur parce que pour faire de la RAC, les chirurgiens avaient fait leur chemin. C'est-à-dire ça faisait longtemps qu'on faisait de moins en moins de laparotomie, qu'on faisait de la chirurgie par célioscopie, qu'on faisait du mini-invasif. Mais derrière, tout ce qui était prise en charge, je dirais plus médicale, ça n'avait pas suivi. Et il y avait un décalage. Il a fallu faire un gros travail avec les anesthésistes pour réduire ce décalage qui pouvait exister. Et ensuite, il faut sécuriser la sortie. Et là, je vais vous expliquer et vous présenter un modèle qu'on a mis en place au niveau de l'établissement. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? En gros, on est parti de ce qui se faisait en ambulatoire et on l'a tout simplement appliqué à l'hospitalisation complète. En fait, on s'est dit que l'ambulatoire était le laboratoire et l'antichambre de toutes les modifications des process d'hospitalisation complète. Alors, aujourd'hui, ce qu'on vise en 2020, c'est qu'on ait 100% de nos patients programmés qui arrivent 1 ou 2 heures avant la chirurgie. Et pour sécuriser, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, on a mis en place des scores de sortie par pathologie qui permettent de valider, de tracer, et puis qui a un impact aussi juridique derrière si on avait bien sûr des problèmes avec nos dossiers d'un point de vue juridique, des scores de sortie qui permettent d'acter que la sortie des patients précoces, elle s'est faite sur une réflexion qui est partagée, qui est médicale et paramédicale. Alors, le système qu'on a mis en place pour sortir des murs, parce que ça, c'était ce qu'on a fait à l'intérieur, c'est ce qu'on a appelé le Patient Relationship Management. C'est un dispositif qui permet en fait de mettre à disposition des patients un outil de communication qui va permettre d'agir à la fois avant l'intervention, c'est-à-dire on sera en contact avec le patient avant son intervention, et de pouvoir, un peu dans ce qui a été dit sur la prise en charge de la cancérologie, de suivre, là je rejoins complètement la présentation d'avant, de suivre le patient après. Donc, du coup, on voit que c'est des process avec de l'information, du training, je vais vous le développer un petit peu, de la préadmission qui peut se faire en ligne, et puis derrière, eh bien, un outil connecté qui va permettre de suivre le patient.
Alors là, on voit, c'est la démarche processus. Comment ça se passe? Donc, avant l'intervention, dès la consultation du chirurgien, donc là, on va reprendre les principes de la RAC et je vais vous montrer ce qui peut se faire hors des murs. Donc, dès que le patient voit le chirurgien et qu'on lui remet ses consignes, qu'on signe les consentements, qu'on donne des prescriptions, les dates d'intervention, on va donner au patient un outil on va le mettre en relation avec un outil de connexion et va lui donner des identifiants pour qu'il puisse après se servir d'une application. Ensuite, il voit l'anesthésiste. Là, l'anesthésiste donne les consignes parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit que dans la RAC, c'était des nouveautés de prise en charge, notamment on a ce qu'on appelle le jeûne moderne, c'est-à-dire qu'on explique au patient que s'il est pris à 3 heures de l'après-midi, ce n'est pas encore les vieux schémas où à minuit la veille, je m'arrête de boire, je m'arrête de fumer, je m'arrête de manger. Non, jusqu'à 6 heures, voire 4 heures avant l'intervention, des liquides sont encore autorisés pour le patient. Donc ça, c'est quelque chose qu'on explique bien. Ensuite, il y a une préadmission. Là, vous connaissez, c'est administratif et je vais vous montrer qu'aujourd'hui, on peut le faire en ligne de chez soi. Ensuite, il rencontre l'infirmière qu'on appelle coordinatrice de soins, qui, elle, va vraiment redonner toutes les consignes. Et dans certains établissements, on a même créé ce qu'on appelle des écoles de patients. C'est-à-dire qu'on a des établissements qui ne sont pas polypathologiques, qui font que de l'orthopénie du membre inférieur. Eh bien, les patients sont convoqués à des réunions, ils se rencontrent, ils voient ensemble des films, ils vont visiter le bloc opératoire, ils voient leur chambre avant, ils rencontrent éventuellement les soignants et du coup, quand ils arrivent, ils sont dans une ambiance qui est complètement sécurisée et on sait qu'aujourd'hui dans la littérature, le stress est un des facteurs qui peut amener des complications. Deuxième chose, on fait comme en ambulatoire, on fait des appels, ce qu'on appelle de la veille, où on rappelle les consignes et surtout, comme on veut faire arriver les patients 2 heures avant l'intervention, ça nécessite qu'en amont, on fasse une cellule au bloc opératoire qui est fait avec une coordinatrice qui va valider un ordre de façon à ce que quand on appelle le patient, on puisse le faire venir en fonction de cet ordre. Et le patient qui passe à 15 heures l'après-midi, il arrivera bien qu'à 13 heures et pas tous à 7 heures le matin, ce qui permet aussi derrière d'optimiser les lits et les places. Ensuite, le patient, il est hospitalisé et c'est là que les praticiens ont travaillé spécialité par spécialité des algorithmes pour travailler des scores de sortie. Score de sortie qui est effectué par l'infirmière dans le tracé dans le DPI et va être co-validé avec le médecin chirurgien ou le médecin anesthésiste afin de montrer qu'on a bien tous les critères de sortie. Ensuite, après l'intervention, le patient, il est chez lui, et je vais vous montrer après l'application, avec une application connectée, où pareil, il va répondre à des questionnaires qui ont été individualisés par pathologie. Donc pareil, par spécialité, à partir d'algorithmes, on a fait des questionnaires, alors chirurgie, par exemple, du côlon, est-ce que vous avez eu des gaz, est-ce que vous avez le ventre tendu, enfin, tous les signes sont vraiment, pour le rachis, c'est d'autres signes, pour la prothèse totale de hanche, c'est d'autres signes, des questionnaires qui sont complètement individualisés, alors que quand on était en ambulatoire, ce qu'on appelait les appels du lendemain sont sur des questionnaires qui sont très standardisés. Là, on a voulu individualiser ces questionnaires et petit à petit, ça a remplacé les appels du lendemain. Parce qu'il faut savoir que pour arriver à cette démarche, quand même auparavant, comme je vous ai dit qu'on avait appliqué la démarche de l'ambulatoire, l'hospitalisation complète, quand on a voulu commencer, on est parti qu'avec des questionnaires qui étaient des questionnaires qui étaient neutres, qui n'étaient pas adaptés aux pathologies. Et puis derrière, eh bien, quand on appelle les patients, s'ils n'appellent pas, donc ça va générer des alertes, ce que je vais montrer, et s'ils n'appellent pas, ça génère une alerte. Donc les patients qui n'appellent pas sont de toute façon appelés. Donc on a une application qui s'appelle eFeedback. Alors elle commence à être assez connue dans la région parce que c'est une start-up lyonnaise Novéal qui l'a développée. C'est une application simple, qui est gratuite, qui est sur le web, qui permet aux patients d'être acteurs de sa prise en charge puisque ça ne le contraint absolument pas sur les temps où il doit se connecter, alors qu'avant, quand on passait des appels, on savait qu'on avait beaucoup d'échecs parce que c'est nous qui choisissions le moment où on appelait le patient et forcément, tant mieux, il allait bien, il n'était pas là pour nous répondre. Et puis, du coup, il peut utiliser l'application où qu'il soit. Donc, eFeedback, donc je vous ai dit, c'est un outil de modification moderne
qui a 2 modules aujourd'hui. Un module préadmission, où les personnes peuvent faire toute leur préadmission en ligne, même ils peuvent scanner leur carte d'identité, leur prise en charge de mutuelle, ce qui évite en plus qu'il y ait des saisies au recopiage. Il remplit tout un tas d'informations. Pour certaines prises en charge, il a même des algorithmes à remplir, ce qui permet pour les anesthésistes de travailler par exemple en anticipation sur de la gestion de risques. Et puis c'est bien sûr accessible aussi bien sur ordinateur, tablette et smartphone. Alors on voit qu'on avait une petite appréhension, mais que les personnes âgées l'utilisent très bien parce qu'elles l'utilisent sur les smartphones. C'est-à-dire que les personnes âgées sont peu tablettes, peu PC, mais sur les smartphones, et ça a été une découverte parce qu'on avait de l'appréhension, c'est vraiment, on a une utilisation parfaite des outils via les smartphones. En plus, ils collaborent, ils se font aider de leurs petits-enfants, de leur famille, donc ça a un côté assez convivial et ça désacralise, ça enlève, je veux dire, du stress avant l'intervention et de penser, parce qu'on donne beaucoup d'informations, donc ça pourrait être aussi générateur de stress. Mais le fait qu'ils puissent le faire en famille et ensemble, eh bien du coup, ça enlève tout ce côté compliqué. Donc, la connexion, elle est donc dès que le patient voit le chirurgien, la secrétaire du chirurgien donne les papiers pour se connecter avec un identifiant. Et c'est à partir de là que le patient va rentrer en contact avec son application. À partir de là, donc du coup, il va y avoir différentes informations qui vont même déjà être des éléments d'éducation. Et puis, derrière, je vais vous montrer la gestion des suites opératoires. Donc, aujourd'hui, on dit que c'est une préparation efficiente et non intrusive. Le patient, il gère il donne ses informations quand il veut, il peut gérer certaines parties de sa réservation, il va recevoir des informations, il peut poser des questions et surtout, il a accès à l'information et une information qui prend le temps de trier. Parce que quand il sort et qu'il ressort avec un atlas avec tous les documents, forcément, parfois, il le laisse de côté. Là, il choisit, il a des petits rappels, c'est trié, donc il va voir l'information qu'il désire. Ensuite, le suivi post-opératoire. Donc, je vous ai dit que c'était sur des algorithmes. Alors, le système de connexion va varier selon le type de prise en charge. Par exemple, une chirurgie du côlon, on va dire que c'est 2 fois par jour pendant 5 jours. Une chirurgie en orthopédie simple, ça va être 1 fois par jour pendant 2 jours. Voilà, tout ça a été très protocolé et l'outil est paramétré de façon qu'en fonction de la pathologie, le patient va directement sur le bon algorithme. Ah, j'arrive pas à passer ma diapositive suivante. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, ça bloque. L'infirmière, ça l'a bloqué. C'est la fièvre, ça l'a bloqué. Ça y est, la fièvre l'a bloqué. Voilà, ça y est, c'est bon. Merci. C'est celle-là ? Oui, c'est celle-là. Donc, comment les alertes, ça marche? Donc, je vous ai dit, le patient remplit un questionnaire. Il n'y a rien de particulier où c'est mineur. Ça va nous. Donc, bien sûr, il faut mettre quelqu'un au bout des alertes. Alors, comment c'est organisé? Je vous ai dit qu'on avait des infirmières coordinatrices de parcours de soins. Elles ont leur temps sur une journée. Donc, on essaye de couvrir la journée, en gros, de 8h le matin à 19, voire 20h, avec 2 postes. Et il y en a une qui fait les consultations, une qui va gérer les alertes. Et quand les infirmières coordination de soins ne sont pas là, c'est selon les spécialités. Il y a des praticiens qui ont désiré que ce soit basculé sur l'équipe de nuit du service spécialisé. Et comme on a la chance d'avoir un service d'urgence, la majorité des alertes arrivent au service des urgences. Franchement, il y a peu d'alertes, surtout la nuit. Et puis, certains praticiens ont demandé à ce que l'application fasse que si ça génère une alerte rouge, ça envoie un SMS directement sur le portable du chirurgien d'astreinte dans la spécialité. Et c'est vrai que ça, avec des médecins libéraux, c'est un côté pratique parce qu'ils sont attentifs à garder une proximité avec leurs patients. Ce sont des patients qui les choisissent et du coup, ils se sont vraiment investis dans le fait qu'ils adhéraient au fait de pouvoir être en première ligne s'il y a des alertes. Donc, voilà. Ensuite, pour les patients qui ne nous ont pas contactés, on a un code qui s'affiche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur, c'est gris, et systématiquement, ces patients sont appelés. Et en cas du moindre problème, bien évidemment, c'est un retour soit au service d'urgence, soit directement à la clinique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des libéraux, des infirmiers, des kinés qui commencent à aider les patients au domicile, à gérer aussi ces applications, parce que tous les patients n'ont pas, au départ, quand on a commencé la RAC,
on avait mis une infirmière quasiment tout le temps à la maison. On disait on réduit, il faut sécuriser, il faut sécuriser. Et puis on a vu que ça stressait aussi les patients parce que, alors d'abord il y avait un problème pour les libéraux, quand il s'agissait de faire une prise de tension, une surveillance, il n'y a pas d'acte. Après ça voulait dire qu'il fallait mettre une injection, donc ils étaient à l'hôpital, on avait enlevé les injections, ils rentraient à la maison, on remettrait un acte technique pour que, voilà. Mais tout ça, vous voyez, c'est les plâtres qu'on a essuyés, et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec ce dispositif-là, on n'a quasiment pas d'infirmières et pas de paramédicaux qui prennent le relais à la maison. Par contre, ils peuvent quand même venir, certains, parce qu'il y a des patients qui avaient d'autres soins associés pour des pathologies qu'ils ont à côté, et on voit qu'ils sont très aidants pour aider à remplir ces questionnaires. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a inversé le système. Avant, on appelait les patients, on en perdait beaucoup. Quand on faisait nos requêtes, on voyait qu'on faisait 100% des appels du lendemain, mais qu'on avait des tours de retour qui étaient pauvres. Aujourd'hui, on se rend compte que quand on laisse la possibilité aux patients d'appeler, on a vraiment, on est au-delà de 80% de taux de réponse pour des patients qui se manifestent et qui donnent de leurs nouvelles. Donc, du coup, l'intérêt pour le patient, eh bien, c'est la sécurité, c'est l'aider dans ses démarches, c'est un point d'accès unique et c'est surtout un patient qui est acteur de sa prise en charge et d'une prise en charge qui se veut personnalisée. Pour les praticiens, eh bien, c'est vraiment de pouvoir aussi, c'est un aspect marketing, bien évidemment, pour se démarquer vis-à-vis de la concurrence et puis avoir une gestion rassurante des complications, en sachant que les complications, c'est pas, si on avait gardé, on voit bien que pour certains patients, si on les avait gardés, quand il y a des complications qui surviennent à J5, J6, et avant on les gardait 5 jours, 6 jours, c'est pas là que se fait la complication, c'est plus tard. Et les algorithmes ont été faits pour qu'on anticipe, c'est-à-dire qu'il y a des signes, on sait qu'ils sont précurseurs de probables complications. Donc, du coup, on les fait suffisamment revenir en amont. Pour, bien sûr, le groupe, pour nous, ça a été, dans le cadre de notre modélisation, quelque chose qui aujourd'hui est hyper développé. Pour les médecins de ville, ça rassure sur l'absence de transfert de charge, parce que la RAC aurait été un échec si on avait transféré tout ce qu'ils faisaient à l'hôpital au secteur de ville. Pour moi, si on délocalise les soins, ce n'est pas de la récupération rapide. Et puis ensuite, eh bien, ça permet que petit à petit, cette application, on l'ouvre et on la partage avec les prestataires de ville. J'ai presque fini. Donc, aujourd'hui, on sait que c'est un premier pas et des opportunités d'innovation digitale qui font que la prise en charge elle sera personnalisée, les patients seront plus responsabilisés, disponibles, satisfaits. Vous savez qu'il y a 2 maîtres mots dans nos prises en charge, c'est sécurité et satisfaction. Et c'est, comme on dit, c'est le never done before after. Donc le patient, il n'est jamais seul. C'est la gestion des complications, c'est bien sûr, et ça c'est important, la productivité. Aujourd'hui, à l'heure où on est très contraint économiquement, on est obligé de parler d'efficience et de productivité et de performance. Et demain, on sera payé en plus certainement sur ces critères. Et puis l'impact économique pour les établissements, parce que derrière, nous avons significativement diminué notre nombre de lits. Quand vous faites arriver les malades à J0, on a fermé énormément de lits la nuit. Quand vous faites de la DMS courte, eh bien du coup, ça veut dire qu'il y a des services qu'on ferme le week-end, on n'a pas supprimé tous les moyens, on les a surtout redéployés. On a créé des nouveaux métiers, l'infirmière consultation d'annonce. On a, de façon à donner de l'humanité, aujourd'hui, on a créé de la prestation de service, c'est-à-dire les gens, ils arrivent, certains, ils ne savent pas faire du domicile, ils vont venir demain, on aura des bornes, et bien il y aura quand même quelqu'un pour les accompagner. Le but, ce n'est pas de les laisser seuls. Donc, c'est de créer des nouveaux métiers. L'impact économique, il est aussi pour la société, parce qu'on se rend bien compte que d'abord, c'est une application qui est gratuite. La diminution de la DMS, elle a aussi un coût pour l'assurance maladie. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, on sait que tous nos projets, qu'on le veuille ou non, on est bien obligé d'y mettre l'aspect financier. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on est sur des outils. Demain, on sera sur de la digitalisation et dans le futur, on sera certainement sur de la prise en charge même à distance. Mais aujourd'hui, on sait qu'on a un problème, c'est qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas encore tarifées. Donc, en conclusion, je voulais vous montrer ce qui se fait déjà et qui est très avancé, mais qui commence à se faire en France dans les autres pays. Donc, en France, ces applications, elles se développent. Il y a pas mal d'établissements aujourd'hui. Il y a d'autres concurrents à eFeedback, il y a des applications. En Suède, on est déjà à la consultation
par vidéo parce que c'est tarifé. Dans les pays, d'autres pays nordiques comme la Suède et la Norvège, on est carrément sur des dispositifs où le patient peut réserver son lit dans la chambre qu'il veut. Il sait que c'est vue sur la cour, vue sur la rue. Il veut telle salle avec tel équipement. Il va être pris au bloc à telle heure. Il veut sa consultation. Et puis il y a d'autres services ou des pays où carrément il a la main sur son dossier médical et ça lui appartient et normalement ça doit lui appartenir. Voilà, je vous remercie de votre attention.